Donc, voilà les questions qu'on se pose en général quand on parle du lexique et auxquelles je vais essayer d'apporter quelques réponses aujourd'hui. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut enseigner le lexique ou est-ce qu'il faut vraiment enseigner le lexique? Qu'est-ce que c'est que le lexique? Parce qu'on parle beaucoup de lexique, mais qu'est-ce que ça regroupe exactement? Comment l'enseigner? J'ai mis ici une petite image d'une liste traduite de lexique que j'ai trouvée sur Internet, mais parce que quand on ne sait pas forcément quoi faire, on a tendance à faire des listes, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que prof, et c'est pas forcément toujours la meilleure idée, la plus constructive et la plus efficace. Même si pour être très honnête, moi, là, quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup appris grâce aux listes, en fait. Donc maintenant, je vais dire tout le contraire de ce que j'ai fait. Mais bon, on va essayer de trouver d'autres idées maintenant on en a plus. Et on va voir aussi un exemple de travail lexical qui est développé dans la collection Défi, dont j'ai la chance maintenant de faire partie des auteurs. Et voilà, la collection Défi a vraiment mis l'accent sur l'apprentissage du lexique, l'enrichissement du lexique, d'un travail de mémorisation, etc., tout au long de l'unité. Parce que parfois, dans la plupart des livres, on trouve une partie, à un moment donné de l'unité, on trouve une partie qui est dédiée au lexique. Mais dans Défi, c'est un travail qui est vraiment continu et que je trouvais intéressant à vous partager. Que vous utilisiez ou pas la méthode, ça peut vous donner des idées. Donc la première question, c'est pourquoi on devrait enseigner le lexique. Donc je vais vous afficher ici 3 phrases. La première, le lexique, c'est pour les niveaux avancés. D'abord, la grammaire d'abord, pardon, le lexique après. Deuxième phrase, hop, raté. Voilà, il faut vraiment que je fasse des tout petits gestes. Deuxième phrase, sans lexique, pas de communication. Et troisième phrase, le lexique sans grammaire, c'est 0. Donc, normalement, un petit sondage va apparaître sur votre écran et vous allez pouvoir voter pour la phrase avec laquelle vous êtes le plus en accord. Ok? Donc, voilà, normalement, je dois pouvoir la déplacer pour que vous puissiez les lire. Alors, c'est pas facile. Voilà, donc vous devez pouvoir voter. Et une fois que vous avez voté, vous pouvez fermer la petite fenêtre, comme ça on va regarder tous ensemble les réponses. Donc je vais attendre un tout petit peu. Mais il y a déjà plus de la moitié d'entre vous qui avez voté. Ah, c'est bien, on voit les pourcentages et tout. Donc a priori, vous êtes une énorme majorité à être d'accord avec la deuxième phrase, c'est-à-dire que sans lexique, il n'y a pas de communication possible. Il y a aussi quelques personnes qui disent que le lexique sans la grammaire, ça ne vaut rien, ça ne fonctionnera pas. Et vraiment 2%, 2% des personnes qui sont d'accord avec la première phrase, que le lexique, on le gardera plutôt pour les niveaux les plus avancés. On commence par enseigner la grammaire, le lexique viendra après. Donc, en majorité, vous êtes plutôt d'accord avec moi, puisque moi, je suis majoritairement d'accord avec la phrase numéro 2, que si on n'a pas de lexique, on ne peut pas communiquer. Si on n'a pas de mots, on ne peut pas communiquer. C'est vrai que la grammaire est très utile aussi, ça permet d'apporter des nuances de sens, ça permet d'apporter beaucoup plus de détails, mais je trouve que la première chose qui est nécessaire pour communiquer, ce sont les mots. Alors, je vais éteindre le petit sondage. Voilà, c'était très court, hein, juste pour vous demander votre avis. Hop, je ferme ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec le petit diaporama qui avance trop vite ou pas assez vite. Hop. Donc, je vous propose, justement pour illustrer un peu mon propos précédent, de faire une petite expérience. Je vais vous lire un texte très très court, quelques phrases, et vous allez aussi pouvoir répondre à un nouveau sondage qui va apparaître, et dans lequel vous allez pouvoir dire à quel point vous avez compris les informations de mon texte. Okay. Donc la petite fenêtre du sondage va pas tarder à apparaître, vous allez pouvoir y répondre. Voilà, normalement elle est là. Donc pour l'instant vous ne pouvez pas voter puisque je n'ai pas lu le texte. Mais voilà le texte. Bonjour, France. Aujourd'hui parapluie, profitez beau temps. Nord plus chanceux. Habitant l'île, conditions agréables. Éclaircies. Température, saison, 21 degrés. Voilà, c'est tout. Donc essayez de me dire à quel point vous avez compris. Est-ce que vous avez compris moins de 25% de mon message, entre 25 et 50% du message, entre 50 et 75 ou plus de 75%?
Pendant que vous votez, je vais rapidement, très rapidement le relire. Bonjour, France aujourd'hui parapluie. Profitez beau temps. Nord plus chanceux. Habitant l'île, conditions agréables. Éclaircies. Température saison, 21 degrés. Ok. Je vois que presque tout le monde a voté et une grande majorité d'entre vous avez voté pour plus de 75%. A priori, vous avez réussi à comprendre plus de 75% de ce que j'ai dit. Or, alors, voilà les résultats du sondage. Si je passe à l'étape suivante, dans le texte que j'ai lu, qu'est-ce qui a disparu? A disparu le lexique entre guillemets fonctionnel, c'est-à-dire la grammaire, la pure grammaire, ce qui est les prépositions, les articles, les terminaisons des verbes. D'ailleurs, je crois que j'ai enlevé tous les verbes. Voilà. Ah non, il y avait profiter, donc j'ai laissé profiter, mais à l'infinitif. Pas de terminaison, pas de morphologie particulière, pas de féminin, masculin, pas de grammaire en fait. Il reste seulement le lexique, ce qu'on appelle le lexique sémantique ou le lexique conceptuel, donc vraiment ce qui correspond au sens du message. Et vous voyez que même sans grammaire, vous avez compris ce que je voulais dire à plus de 75%, donc plus des 3/4, si je ne me trompe pas dans mon calcul, plus des 3/4 de mon message a été compris. Alors bien sûr, j'ai un peu faussé l'expérience parce que c'est un message très simple, hein, il s'agit d'un bulletin météo, c'est vrai que la grammaire n'est pas forcément le plus important. Si on voulait raconter une anecdote au passé, par exemple, pour comprendre qu'il s'agit du passé, bon, j'aurais pu dire hier ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas forcément le plus facile. Donc j'ai un peu exagéré l'expérience, mais c'est pour vous montrer que finalement, sans les mots, enfin disons que sans la grammaire, on peut quand même comprendre une partie, donc la communication est tout de même possible. Voilà justement deux citations de linguistes et de spécialistes de la didactique des langues. La première, sans grammaire, on ne peut pas faire grand-chose, mais sans lexique, rien. Voilà une nouvelle citation qui apporte encore de l'eau à mon moulin. Donc, bien sûr, la grammaire est très importante. Je ne veux pas du tout dire qu'il ne faut plus enseigner la grammaire, mais le lexique est tout de même très important. Et deuxième citation, le manque de maîtrise active du vocabulaire, réceptif et productif, génère généralement plus d'interruptions, de blocages ou de malentendus dans la communication que la méconnaissance ou le manque d'application des règles grammaticales. Donc ça illustre une fois de plus le même propos, que si on manque de mots, si on manque d'un vocabulaire cohérent, riche et surtout actif, parce qu'on peut comprendre des mots, mais si on ne sait pas les utiliser, ça aussi bloque un peu la compréhension, d'où l'importance de les mémoriser et d'en faire un apprentissage le plus actif possible. Donc le manque de mots, le manque de vocabulaire, de lexique, peut bloquer plus la conversation que des problèmes de grammaire. Hein, si on veut raconter quelque chose au passé, on pourra dire « hier, nager, piscine ». Bon, c'est pas très précis, mais on comprend l'idée. Voilà, encore raté. Alors, on va essayer de répondre aussi à la question de qu'est-ce qui se cache sous le lexique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire lexique, quelle serait la définition de lexique. Donc, je vais faire une nouvelle expérience avec vous. Hop. Essayez de penser dans votre tête à, si je vous dis des fruits, à quoi est-ce que vous pensez? Essayez de fabriquer une image de cette expression, des fruits. Voilà. J'imagine que vous avez une petite idée. Donc, pour vous, des fruits, c'est plutôt l'image 1 ou l'image 2. Vous allez pouvoir voter aussi, comme tout à l'heure, avec une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà. Est-ce que c'est plutôt l'image 1 ou l'image 2 des fruits? Je vous laisse un petit temps pour voter. Une fois que vous avez voté, n'hésitez pas à fermer la petite fenêtre. Comme ça, vous voyez les résultats du sondage. Hop. Vous avez presque tous voté. Il y a une grande majorité qui ont voté pour l'image 1. C'est marrant, j'aurais imaginé plutôt le... Enfin, disons que moi, j'aurais voté pour l'image 2. Mais c'est quand même pas aussi radical que tout à l'heure. Donc on a, si je vois bien, 70% à peu près des votants qui ont voté pour l'image 1, qui correspond à ce que moi j'appellerais des fruits exotiques, des fruits tropicaux. Voilà, il y a plein de fruits qu'on ne trouve absolument pas du tout à Nantes. Et de l'autre côté, c'est typiquement un marché
un étalage de fruits d'un marché en France l'été ou à l'automne, parce qu'on a du raisin. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que... Hop, je finalise le vote. Pour vous dire que le lexique, c'est aussi, ça dépend beaucoup de la culture que vous avez, du monde dans lequel on vit. Et donc, si je dis le mot fruit, ça ne regroupe pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important que l'apprentissage du lexique se fasse de manière personnalisée. Disons que chacun va se créer son propre répertoire de lexique et que pour chaque mot, on y mettra une idée ou des nuances particulières en fonction de là d'où on vient, de qui on est, etc. Donc, c'est pour ça que les listes de vocabulaire, ça ne fonctionne pas toujours. Et que c'est important de pouvoir illustrer ce lexique qu'on apprend par des images, par des sons, par des phrases, par un peu tout ce qu'on veut. Mais une simple liste traduite, ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est en faisant ce genre de petite expérience qu'on s'en rend compte. Dernière petite expérience, et là je lance un débat. Donc là, normalement, vous allez pouvoir écrire un mot dans le chat. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est sur votre écran? Normalement, le chat il est ouvert. Je vais regarder rapidement. Ah, ça va trop vite. Bon, je vois que la majorité, vous faites partie de mon équipe. En majorité, ça va très vite. En majorité, vous faites partie de mon équipe, vous dites la même chose que moi, mais il y a quand même quelques autres mots qui se glissent là en fonction d'où vous venez. Voilà, il y a une cook que je n'avais jamais entendue, mais... Donc, la majorité d'entre vous, vous dites que c'est un pain au chocolat. Effectivement, on est tous d'accord que c'est un pain au chocolat. Il y a aussi certaines personnes qui disent que c'est une chocolatine. Chacun est libre d'appeler ça comme il veut. Il y a aussi, j'ai vu, une brioche au chocolat. Et j'ai également vu donc une cook. Et je crois qu'il y avait autre chose aussi. Mais voilà, je pense qu'on peut fermer le chat parce qu'il va y avoir un énorme débat qui va se créer. Voilà. Donc là encore, c'est un petit exemple parce que je sais que ça marche à chaque fois. Un même objet peut avoir différents mots, encore une fois, selon d'où on vient, selon dans quel environnement on vit, qui on fréquente, etc. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sachez que rien qu'en France, on a plein de mots différents. La chocolatine, on a vu, c'est plutôt du sud-ouest, le pain au chocolat en majorité, mais en haut, au nord de la France, on dira des petits pains au chocolat. En Belgique, du coup, on a une représentante ici, on dira les cookies au chocolat. On a les croissants au chocolat, on a plein de... Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le lexique, c'est vraiment dépendant de la culture dans laquelle on baigne. On utilise des mots en fonction, et j'aurais pu prendre plein d'autres exemples, il y en a plein, rien qu'en France, rien que dans une même région, parfois les mots diffèrent. Donc c'est pour ça que c'est important, je répète, de personnaliser l'enseignement et l'apprentissage du lexique en fonction des objectifs de vos apprenants. Est-ce qu'ils vont aller en France? Est-ce qu'ils vont aller en Belgique? Est-ce qu'ils vont aller au Québec? Ils n'auront pas forcément besoin du même lexique. Et puis eux-mêmes ont besoin de se fabriquer des images qui correspondent à ce qu'ils mettent sous les mots. Voilà, c'est un peu tout ça que je voulais transmettre en essayant de l'illustrer avec des petits exemples. Dernier petit exemple aussi qui est important, c'est un extrait d'ailleurs de Défi 1, donc niveau A1, un petit encart qui s'appelle Ah bon, qui relève des faits culturels. Je vais le lire. La langue française varie dans chaque pays francophone. Par exemple, le matin, les Français prennent le petit déjeuner. Mais les Belges et les Québécois déjeunent le matin. Le midi, les Français déjeunent. Mais les Belges et les Québécois dînent. Et le soir, les Français dînent, mais les Belges et les Québécois soupent. Donc ça peut créer certains quiproquos. Si vous dites à un Québécois que vous le retrouvez pour déjeuner, on n'a pas la même heure. Ou si vous le retrouvez pour dîner, on n'a pas, entre des Français et des Québécois, on ne va pas être d'accord et on ne va pas réussir à se retrouver. Donc, le lexique, c'est donc le sens, mais c'est aussi la culture. Et le lexique, c'est aussi la grammaire. Bien sûr, comme quoi je n'efface pas complètement la grammaire de l'enseignement, loin de là.
un même mot, un même verbe, en fonction de avec quelle préposition, avec quel autre mot il va être associé, n'aura pas le même sens. Par exemple, si on prend le verbe manger, si on dit commencer à manger, ce n'est pas tout à fait la même chose que être en train de manger ou venir de manger. On ne va pas être dans le même état physique. De même pour le verbe prendre, qui en fonction de avec quel mot, avec quel substantif et quelle préposition il va être associé, ne va pas avoir le même sens. On peut prendre un verre, c'est-à-dire boire un coup, boire un verre. On peut prendre le bus, monter dans le bus. On peut prendre une douche, se laver. On peut prendre le temps, et donc là c'est plus conceptuel, on va attendre. Et on peut prendre la fuite, et ça c'est un mouvement rapide en général. Donc voilà, là aussi, très important d'associer si on met dans une liste de vocabulaire le mot prendre et qu'on lui met sa traduction en face, on perd énormément de sens. Donc c'est pour ça aussi, donc je caricature un peu avec les listes parce que je sais qu'on est très nombreux à ne déjà plus utiliser les listes, mais voilà, pour montrer que c'est vraiment important de construire son vocabulaire, de construire son lexique et d'aider les élèves à construire leur lexique en utilisant différents outils. Donc on a vu déjà des images, faire des phrases, faire des collocations, etc. Ça va être très important. Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. On va pouvoir utiliser les coverbes. Donc vous voyez que manger, lorsqu'il est associé à d'autres verbes, commencer à manger, être en train de manger, venir de manger, on n'a pas la même idée. Des collocations figées aussi, par exemple prendre un verre, c'est une expression, une collocation, une expression figée. Prendre le temps, prendre la fuite, tout ça ce sont des expressions. Et donc c'est important d'apprendre le verbe, le mot avec ses amis, entre guillemets, avec les éléments auxquels il est régulièrement associé. Alors, on arrive donc à cette question qui nous intéresse la plus et sur laquelle je vais essayer de passer le plus de temps possible pour vous donner au maximum d'exemples. Comment on fait alors concrètement pour enseigner et donc pour apprendre le lexique? Je vais essayer de vous donner des idées pour la classe, pour vos élèves et aussi parfois pour vous, hein, parce que alors, si vous êtes déjà natif français ou si vous avez un super niveau de français pour votre apprentissage d'autres langues, mais quand on est professeur de français non natif, on est toujours aussi en train d'apprendre, même natif aussi d'ailleurs, je continue à apprendre des mots en français moi aussi. Donc la première chose que vous allez souvent retrouver dans les manuels de Maison des langues, et que j'affectionne particulièrement, ce sont les cartes mentales. Donc je vous ai mis ici deux exemples, et je crois que j'en ai mis d'autres après. Premier exemple, à gauche, c'est la carte mentale du lexique de la maison, vous voyez. Alors vous ne voyez peut-être pas tout en détail, c'est pas grave, c'est pour vous montrer un exemple, où chaque mot est regroupé par catégorie, donc ici par zone de la maison, par pièce. On a la salle de bain, le salon, la cuisine, la chambre et dehors, à l'extérieur. Et chaque mot est aussi illustré par une petite image. Ce qui va permettre aux enfants, puisque Capsule est un manuel pour les enfants du niveau primaire, on va dire, entre 6 et 10 ans, donc ça va permettre aux enfants de mémoriser le lexique. Et si vous arrivez à voir des détails, là c'est un petit peu des détails, mais on a également mis l'article qui correspond, qui est associé au mot, au nom. On l'a mis d'une couleur différente selon qu'il est masculin ou féminin, ce qui devrait normalement pouvoir aider aussi les enfants, grâce au code couleur, grâce aux images, etc., à comprendre et à mémoriser l'ensemble. Donc on va mémoriser le mot, c'est-à-dire l'ensemble de lettres, son genre, en tout cas l'article avec lequel il est associé, et le sens grâce à l'image. Okay ? On retrouve un peu le même principe dans À la une qui est un manuel pour les adolescents, ici plutôt le niveau collège, on va dire, niveau secondaire, où là, vous voyez, on a soit choisi de l'associer avec des images, donc toujours de la même manière, on a divisé en différentes catégories. Mais ensuite, le mot est soit associé à un petit icône, une image, soit associé à des pictogrammes, par exemple pour les goûts, c'est pas forcément une image, c'est plutôt des pictogrammes, soit on a inséré le mot directement dans une phrase, on a donné des exemples de phrases. Par exemple, pour se présenter, il y a 4 petits exemples de phrases, et pour poser des questions, pour bien mémoriser comment, quel, quand, etc., on a aussi formulé des phrases. Donc ça va permettre de regrouper tout le lexique important d'une unité, par exemple, de manière très schématique, illustrée, organisée, qui va pouvoir aider l'élève et à comprendre et à apprendre, à mémoriser. Je vous montre un autre exemple pour les adultes. Hop, raté.
Voilà, donc ici 2 exemples tirés de défis. Ici, la petite différence, c'est que les cartes mentales ne sont pas complètes. On propose justement aux élèves de les compléter. Alors, dans À la une et dans Capsule, les exemples que je vous ai montrés auparavant, on propose aussi aux élèves de les compléter, mais en fait, on leur propose carrément de refaire sur une feuille à part du livre leur propre carte mentale de l'unité, du lexique de l'unité. De cette manière, c'est en faisant vraiment qu'ils vont pouvoir mémoriser et surtout apprendre le vocabulaire le plus précis possible et celui qui les intéresse le plus. Puisque, je répète, c'est important qu'ils se construisent leur propre répertoire lexical qui leur correspondent, qu'ils savent qu'ils vont utiliser, dont ils vont avoir besoin, et surtout qu'ils mettent la bonne image sous le bon mot. Voilà pour cet exemple. Donc on retrouve la même thématique. Vous voyez, le logement pour les adultes. Donc là, on a un peu plus détaillé. On peut parler des différents meubles. On va parler bien sûr des couleurs. Et on va aussi pouvoir ajouter par exemple des adjectifs. C'est calme, c'est accueillant, c'est lumineux, etc. Et puis on a ajouté aussi l'expression il y a, il n'y a pas, qu'on va pouvoir associer directement à des mots. Et ensuite, à droite, l'exemple que je vous ai mis, c'est le vocabulaire de la santé, qui correspond aussi à cette unité-là, enfin à cette unité dans laquelle vous retrouvez cet exemple. Donc les cartes mentales, c'est un excellent outil, à mon avis, pour travailler le lexique. Alors pour le travailler, pour l'organiser, pour le mémoriser et aussi pour l'enrichir. Parce que quand on a commencé à faire une branche de lexique, une branche thématique, par exemple, ici on a les pièces de la maison ou les meubles, on n'a pas de limite en fait. On peut très bien mettre 50 mots pour la même branche. Bon, il faut que ça reste lisible, mais on peut vraiment donc prendre les mots qui sont dans l'unité et essayer d'en trouver d'autres et d'enrichir au maximum cette carte mentale. Et si on le fait soi-même, on fait déjà un gros travail de mémorisation. Alors, je ne vais pas parler pendant 1 heure des cartes mentales, ça c'est pas forcément le but aujourd'hui. Juste un petit exemple d'une activité que l'on propose dans le guide pédagogique de À la une 3. Donc À la une 3, c'est le niveau A2+, on va dire, A2B1. Et donc, en fait, on ne laisse pas simplement l'élève avec sa carte mentale à apprendre par cœur. On lui propose toujours de faire des petites activités. Donc ça, c'est dans le guide pédagogique, donc c'est dans le livre du professeur. Mais voilà une proposition d'activité à faire à partir de la carte mentale pour obliger un peu les élèves à l'analyser, à la regarder, à la décortiquer, à en tirer les informations nécessaires. Donc, on invite les élèves à fabriquer des devinettes. Alors là, ce n'est pas la carte mentale que je vous ai montrée, mais c'est une carte où on décrit des personnes, on décrit le caractère, on décrit des personnages, etc. Donc, on leur propose de créer des devinettes en utilisant des mots de la carte mentale pour décrire le caractère, en parlant de ses amitiés, de ses relations, etc., pour qu'ils ensuite ils utilisent tous ces mots qui sont là. Décidément, j'ai du mal à passer. Voilà. Autre manière d'exploiter les cartes mentales, là, c'est ce que vous allez retrouver dans le livre de l'élève, avec des petites activités aussi pour lire le lexique, aller chercher les mots et être sûr de les comprendre. Donc là, c'est dans À la une 4, c'est-à-dire le niveau B1, la dernière partie du niveau B1. Donc on a une unité sur l'immigration, l'émigration en fait, et donc on parle des documents administratifs, des visas, des passeports, des ambassades, des consulats, etc. Et on parle d'intégration, de diaspora, etc. Donc voilà, on propose quelques petites activités pour réutiliser tous ces mots qui sont sur la carte mentale. Donc les élèves ont la carte sous les yeux et vont devoir faire ces activités, donc chercher les mots qui conviennent dans la carte. Et ensuite, si vous voyez, c'est sans doute très petit sur votre écran, mais le numéro 4, l'activité numéro 4, ici, on leur propose toujours donc de recréer leur propre carte mentale en y mettant les mots qu'ils souhaitent retenir et en illustrant au maximum cette carte. Donc voilà, cette fois pour les cartes mentales. Ah non, toujours pas. J'ai aussi, je vous ai mis un dernier exemple parce que j'aime vraiment beaucoup les cartes mentales. Dans la collection C'est d'actualité que vous retrouvez sur l'espace virtuel de Maison des Langues, ce sont donc des exploitations pédagogiques d'articles de presse récents, actuels. On propose toujours aussi, comme matériel à télécharger pour travailler ces articles, on propose toujours une carte mentale
qui va permettre aussi de récolter le lexique intéressant de l'article de presse que les élèves ont lu, ont compris, sur lequel ils ont travaillé. Donc là, par exemple, il s'agit d'un article sur les réseaux sociaux, les adolescents et Donald Trump. Et donc, on leur propose ici 2 thématiques, plus une libre, pour essayer de regrouper au maximum le lexique qui les intéresse. Voilà, donc toujours dans l'idée de faire soi-même sa carte mentale. Bien sûr, dans le manuel, on montre un exemple, on propose déjà une idée, mais l'idée, c'est vraiment de le faire au maximum par soi-même. Voilà. Alors, j'arrive décidément pas à passer les diaporamas une par une, mais autre support qui peut nous intéresser pour le lexique, ça va être les vidéos. Peut-être avez-vous vu sur l'espace virtuel de Maison des Langues, toujours, passer cette nouvelle collection de vidéos qui s'appelle Lexville, donc Lex comme lexique, dans laquelle, en fait, on va avoir des petits personnages. C'est comme si on regardait un jeu vidéo, en fait, et les petits personnages vont avancer dans un univers. Donc par exemple ici dans la maison, après on peut avoir dans un magasin, il y a les sports aussi je crois, les vêtements, l'alimentation si je ne me trompe pas. Et en fait ils vont gagner des points, ces petits personnages, vraiment comme dans un jeu vidéo, au fur et à mesure qu'ils nomment les différents objets ou endroits qu'ils reconnaissent, qu'ils voient. Donc pour chaque vidéo, je vais vous montrer un extrait après, mais pour chaque vidéo de Lexville, chaque épisode, vous avez en fait, pour une même vidéo, vous avez 4 exploitations différentes. D'accord? Donc c'est pour le niveau A1 et pour le niveau A2. Donc ça fait déjà 2 vidéos. Et pour chaque niveau, vous avez une version de la vidéo avec les mots qui s'affichent, les mots tout écrits qui s'affichent, et une deuxième version de la vidéo avec les amorces des mots, c'est-à-dire juste la première lettre, et à l'élève de retrouver le mot. Donc on peut utiliser vraiment la première vidéo pour découvrir le lexique, par exemple, et la deuxième vidéo pour le travailler, le mémoriser, etc. Ou on peut utiliser directement celle sans les mots parce qu'on a déjà découvert ce lexique dans l'unité, par exemple, ou dans le travail auparavant. Et on va simplement l'utiliser pour réactiver le vocabulaire, voir s'ils s'en souviennent. Pour chaque vidéo, vous disposez d'une fiche pour l'enseignant, donc une fiche pédagogique, en fait, une fiche qui va vous donner des idées sur comment exploiter ces vidéos. Et ensuite, l'apprenant, lui, il dispose, si vous le souhaitez, à vous de voir ce que vous leur donnez, mais il peut disposer de 2 types de fiches. Les fiches lexiques, sur lesquelles il va pouvoir justement récapituler tous les mots qui sont intéressants de cette vidéo. Donc ça peut être un bon exercice de les noter, etc. Et une fiche d'activité, où là, ça va être de la compréhension, de la compréhension du lexique et des activités pour enrichir, mémoriser, travailler avec ce lexique. Je vous propose de voir un extrait, justement, d'une de ces vidéos. Hop. Ah, ça n'a pas si bien marché qu'hier. C'était trop beau. Donc je vais laisser la main, je crois, à la personne qui est à l'ordinateur pour qu'on puisse voir ce petit extrait. On a pourtant fait des tests hier. Ok, alors juste quelques secondes. Je vais préparer la vidéo et je te préviens quand elle est prête. Ok, Amandine, Ok, ça marche. juste 2 secondes. Si tu veux ajouter quelque chose en même temps que tu n'as pas dit encore, c'est le bon moment de le faire. Ok. Donc je vais vous montrer donc, ce petit extrait de la collection Lexville pour que vous puissiez la voir. Et j'en ai profité de ces quelques secondes pour regarder éventuellement si vous aviez des questions. Et je vois qu'il y a certaines personnes demandaient si la collection était gratuite. Vous avez en fait quelques épisodes qui sont gratuits. Et dans les articles d'actualité, la collection C'est d'actualité, c'est pareil. Sur l'espace virtuel, vous avez quelques articles qui sont gratuits. Donc ça vous permet de tester justement ce matériel avec vos élèves, de voir si ça pourrait leur plaire. Si vous êtes dans une modalité de cours en ligne, c'est très pratique parce que normalement, ça marche mieux que ce qu'on est en train de faire et vous pouvez partager votre écran et directement montrer la vidéo. Ah, la vidéo est en train d'arriver, je vois. Donc, je me tais pour que vous puissiez l'entendre.
Lexville. Les vêtements. Un t-shirt. Une robe. Un pull. Un pantalon. Voilà, c'est juste un tout petit extrait pour vous montrer un petit peu quelle est la dynamique de la vidéo. Et on va retourner voilà, au diaporama. C'est parfait. Donc ça aussi, c'est pour vous donner un peu une idée d'autres supports pour travailler le vocabulaire qui ne doit pas forcément toujours être, comme on a dit, des listes ou des cartes mentales. C'est comme tous les outils. En fait, tous les outils sont bons, mais c'est intéressant de varier. En fait, si on fait que des cartes mentales, au bout d'un moment, les élèves se lassent. Si on ne fait que des vidéos, au bout d'un moment, que des vidéos de Lexville, au bout d'un moment, les élèves se lassent. Donc, ce qui est intéressant, ça va toujours être de varier un peu les plaisirs. Alors, je vais reprendre la main sur le diaporama pour retourner là où j'en étais, si j'y arrive. Voilà, c'était ça. Donc, puisque maintenant qu'on a découvert cette petite collection Lexville, je vous propose de regarder, comme je vous en avais parlé dans l'introduction, de regarder un petit peu comment est fait le travail du lexique dans la collection Défi. Donc, pour rappel, pour vous remettre en contexte, la collection Défi, c'est une collection qui s'adresse aux adultes, grands adolescents adultes, c'est-à-dire à partir de 16 ans jusqu'à plus d'âge. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer un peu les extraits que vous allez voir pour comprendre à qui ça s'adresse. Mais c'est un travail de lexique qu'on pourra tout à fait faire avec des adolescents. Avec des enfants, on le fera forcément d'une autre manière parce qu'on ne fait pas toujours ce travail de manière explicite. Mais voilà, ce que je souhaitais vous montrer, c'est comment ça se déroule tout au long de l'unité. Dès la première page, dès la phase d'introduction de l'unité jusqu'à la dernière page, on construit vraiment le lexique avec l'apprenant. Donc, la première phase, un peu, ça va être de s'imprégner du lexique. Donc, l'élève est face à un document, quel que soit le type de document. Ça peut tout à fait être un texte, une image dans laquelle on pourrait voir quelques mots, ou même une image sans mots et pendant l'activité de la classe, des mots arrivent. Une vidéo, un article, un schéma, une infographie, enfin tout type de texte. Et ce qu'on propose aux élèves, alors c'est un exemple d'activité que je vous ai mis là, mais bien sûr il y en a plein, mais dans l'idée où la première phase c'est de s'imprégner du lexique. Et là on leur propose essentiellement de repérer les mots qu'ils connaissent déjà. Voilà, donc ici on est sur un texte médical, donc on leur propose de repérer les mots du domaine médical qu'ils connaîtraient déjà, ce qui permet déjà d'éclaircir un peu le sens éventuellement du document et surtout de s'imprégner de la thématique, de se souvenir de ces mots, etc. Deuxième phase, qui est toujours dans la phase d'introduction, mais c'est un peu la deuxième étape, on propose aux élèves une phase où ils vont récolter. C'est pas un mot officiel, mais voilà, on a décidé de l'appeler comme ça. C'est une phase où ils récoltent, et donc il y a une petite rubrique qui s'appelle « Mon panier de lexique ». Donc, on est vraiment un peu comme dans la cueillette, dans la récolte, et on met dans son panier. Au fur et à mesure qu'on trouve des mots qui nous intéressent, on les installe dans le petit panier. Alors, il n'y a pas de panier physique, hein, mais on pourrait tout à fait l'imaginer de le faire. Et là, on leur propose de garder les mots qu'ils souhaiteraient retenir. Donc, sans doute qu'il y en a qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont envie de retenir pour les réutiliser tout au long de l'unité. Et puis certains qu'ils viennent de découvrir, qui leur semblent intéressants. Et on leur propose de commencer déjà à les organiser un petit peu en différentes rubriques, avec les maladies, ce qui correspond à la santé et ce qui correspondrait aux médicaments. Toujours, bien sûr, par rapport à un document qu'on a vu ensemble avec les élèves. Donc, on clôture la phase d'introduction en partant avec son petit panier dans lequel on a rangé les mots qui nous intéressent. Donc là, vous voyez aussi que c'est un travail vraiment personnalisé pour l'élève. Chaque élève aura sans doute un panier de lexique différent. Et c'est ça qui est intéressant.
qu'ils puissent choisir eux-mêmes quels mots leur semblent importants et intéressants et quels mots ils veulent garder. Si on leur impose de garder des mots qu'ils n'utilisent déjà pas dans leur langue, par exemple, ou qui ne leur font pas sens, il y a de fortes chances qu'ils ne les réutilisent pas et qu'ils donc ne les mémorisent pas. Donc, c'est pas plus mal de leur faire choisir eux-mêmes les mots. Alors, bien sûr, après, selon le type d'élève face auquel vous êtes, ça peut être intéressant de leur imposer un nombre de mots. Par exemple, vous devez avoir au minimum 10 mots dans votre panier. Bon, à vous de voir selon les élèves que vous avez, parce que s'ils en mettent que 1 ou 2 parce que la thématique ne les intéresse pas, on perd un peu l'idée. Mais bon, à vous de personnaliser ce travail en fonction des élèves. Donc, on s'est imprégné, on a récolté les mots qui nous intéressent, et maintenant, on va essayer d'enrichir. Donc, pour enrichir, il y a plein de possibilités différentes, mais je vous mettais ici un exemple qui est ce travail des mots assortis. Donc, vous voyez qu'ici, on a gardé 4 verbes, dormir, sortir, prendre et faire. Donc, prendre, on a déjà vu l'exemple tout à l'heure, mais c'est un verbe qui s'associe avec tellement de choses que c'est important de le répéter régulièrement. Et donc, on leur propose de compléter, de continuer des séries. Dormir peut, dormir bien, par exemple, sortir du travail, sortir de chez soi, sortir avec des amis. Donc, on va pouvoir essayer de regrouper en fonction des prépositions. Sortir de, sortir du, vous voyez, ça va ensemble. Sortir avec. Prendre, on a vu des exemples tout à l'heure, prendre une douche, prendre un bain, pourquoi pas, on pourrait rajouter. Dans une autre catégorie, il y a prendre un café, prendre un verre, on peut imaginer plein d'autres choses dans cette thématique-là. Ensuite, la thématique des transports, prendre le métro, prendre le train, prendre la voiture, le vélo, etc. Et une autre possibilité, mais bien sûr, il pourrait l'agrandir encore bien plus, prendre des notes et faire la sieste, faire la fête, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc on leur propose vraiment d'enrichir. Donc, parce que juste apprendre le verbe dormir, finalement, bon, voilà, mais on peut essayer de déjà l'enrichir et être capable de donner plus de nuances et de réutiliser ce verbe de manière plus riche. Donc ça, c'est la phase enrichir. Et ensuite, on leur propose une phase qui va être plus une phase de réflexion, où on peut leur proposer, par exemple, de comparer l'utilisation de certaines expressions avec ces verbes qu'on associe avec plein de mots, et en fonction des mots, ils changent de sens. Et on leur propose, par exemple, de comparer avec leur langue maternelle. Ça peut être un exemple, de savoir si c'est ce type d'expression, par exemple, on a un exemple ici, sortir de la routine, est-ce que cette expression existe et est-ce qu'elle utilise aussi le mot qui veut dire sortir? Parce que des fois, on peut avoir le même type d'expression, mais on ne va pas utiliser le même verbe. Voilà, j'ai un exemple en tête, on dit en français faire la sieste, en espagnol, on va dire directement dormir la sieste. Donc, on va comprendre si un espagnol me dit je vais dormir la sieste, je comprends tout à fait ce que ça veut dire, mais en français, on utilisera plutôt faire la sieste. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui est intéressant. Si on a juste appris le mot sieste ou juste appris le verbe faire, ce qui est intéressant, c'est de relier les deux finalement. Donc il y a toute cette phase d'enrichissement où on va essayer d'associer les mots que l'on apprend avec les mots qui vont en général ensemble. Faire des collocations, des assortiments de mots, etc. Et la dernière phase, hop, encore raté, ça va être, enfin les 2 dernières phases, ça va être de s'entraîner. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai mis en bas à gauche, s'entraîner dans la rubrique qui s'appelle Mes mots, où là, on va leur proposer de réutiliser les mots qu'ils ont découverts dans ce travail, dans l'unité, toutes ces expressions, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est dans leur panier de lexique, on va leur proposer de le ressortir et de s'entraîner, de les réutiliser au maximum. Donc ici, par exemple, on leur propose de choisir un jour et compléter la ligne de temps en dessinant un logo et en écrivant une phrase pour décrire chaque étape. Donc, par exemple, un petit réveil, le lundi, je me réveille à 7h30. Donc, vous voyez qu'on fait une phrase complète pour réutiliser les mots dans un vrai contexte. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de production où on va réemployer tous les mots dans la tâche finale. Donc là, bien sûr, dans la tâche finale, on va réutiliser le lexique, la grammaire, les notions culturelles, la phonétique, tout ce qu'on a vu dans l'unité, mais dont le lexique. Ne pas oublier, des fois, on a tendance à se focaliser un peu trop sur la grammaire et à oublier que l'intérêt, ce serait aussi qu'ils essayent de réutiliser le maximum de mots. Je continue. Et il y a plein de manières assez ludiques aussi de faire travailler le lexique. J'essaye de vous donner des exemples. Alors, on peut déjà jouer.
Tout simplement, il y a plein de jeux de société qu'on va pouvoir adapter pour le lexique. Alors, je commence par la liste que j'ai écrite. Il y a le jeu tabou, dans lequel il faut faire deviner des mots en ayant d'autres mots interdits. Par exemple, il va falloir faire deviner le mot coiffeur, et on n'a pas le droit de dire couper, on n'a pas le droit de dire cheveux, ni shampoing, par exemple. Voilà. Donc, il faut se débrouiller pour expliquer, et ça oblige les élèves à trouver des périphrases, des solutions, des stratégies pour, et du coup, à utiliser au maximum d'autres mots pour faire deviner un autre mot. Ensuite, il y a le Time's Up, où on va aussi devoir faire deviner des mots en mimant, en expliquant ou en les associant à un autre mot. Je ne rentre pas dans le détail des règles du jeu pour chaque jeu. Ensuite, on a le jeu Double. Ah, je l'avais, j'ai oublié de le sortir pour vous le montrer. C'est un jeu avec des cartes rondes sur lequel on trouve plein de petits pictogrammes et il n'y a aucun mot qui sont écrits. Mais l'idée, en tout cas, quand on y joue sans penser au FLE, c'est de dire ou de montrer du doigt l'image qui se répète sur la carte. Donc c'est un jeu de rapidité. On peut tout à fait l'associer à un travail du lexique, où il va falloir non pas montrer, mais dire le mot, par exemple, qui va se répéter. Et on pourra ensuite imaginer de fabriquer nos propres cartes. Ça demande un petit travail de préparation du matériel, mais qui est toujours rentabilisé plusieurs fois en général. Préparer nos propres cartes avec les symboles qui nous intéressent. Ça marche hyper bien avec les enfants. Après, très traditionnel aussi, le petit bac, où on va donner une lettre, et il va falloir trouver un maximum de mots qui correspondent à différentes catégories. Donc, traditionnellement, quand on joue au petit bac entre amis, on va mettre les capitales, les pays, les rivières, un objet, une personne, un animal, voilà. Donc, en tant que prof de FLE, on va pouvoir choisir les catégories qui nous intéressent et essayer de trouver des lettres dans lesquelles ça fonctionne. Le premier qui a trouvé un mot pour toutes les catégories arrête le jeu et ensuite on met en commun. Le jeu du dictionnaire, là, ce serait pour les niveaux un peu plus avancés, je pense à partir de B1, voire même, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire avec les niveaux B2, voire C1, voire même C2 si vous en avez. C'est de réécrire des définitions du dictionnaire, de mélanger toutes les définitions et de retrouver quelle est la vraie définition du dictionnaire. Donc c'est un bon exercice de production écrite aussi, puisque ça va imposer non seulement de connaître le mot et son sens, mais aussi d'être capable d'écrire à la manière d'un dictionnaire une définition. Le Pictionary, je pense que tout le monde connaît, on dessine et il faut deviner de quoi il s'agit. Et j'ai mis aussi quelques images ici, le jeu de loi. Il y en a plein qui existent dans le domaine du FLE, des jeux de loi pour travailler plein de choses différentes. On peut faire des jeux de loi thématiques dans lesquels il va falloir retrouver des mots, réutiliser des mots, faire des phrases, épeler, on peut imaginer plein de choses. De même avec le bingo, on va pouvoir faire des bingos thématiques des sports, des pays, des aliments, de la nourriture. Voilà, simplement les grilles, au lieu d'avoir des numéros, auront soit des images, soit le mot écrit. Et ensuite, on pourra soit montrer des images, soit dire le mot, soit donner sa définition. Et voilà, le principe du bingo. Et le qui est traditionnellement, donc ça c'est un jeu auquel on joue beaucoup quand on est enfant en France. Le qui est, on a des images de personnes, de personnages, et il faut décrire la personne, et donc, enfin plutôt il faut poser des questions à l'adversaire pour deviner qui est la personne qu'ils ont. J'explique très mal, mais je suis sûre que la majorité d'entre vous, vous connaissez le qui est. Et donc, encore une fois, là, on peut l'adapter. Ça demande un travail de préparation matérielle, mais on va pouvoir l'adapter à plein de domaines différents. On va pouvoir mettre n'importe quelle image qui ne soit pas forcément des personnages, mais des aliments, des recettes, des pays, on peut imaginer plein de choses. Donc, ça va être à nous d'adapter un peu ce type de jeu. Mais il y a des choses qui sont vraiment très simples pour lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Le petit bac ou le Time's Up ou même le jeu du dictionnaire, il suffit d'avoir un dictionnaire et du papier. Et voilà, c'est pas, ou du papier, ou si on est en cours en ligne, notre clavier, ça n'est pas très compliqué. Donc voilà quelques idées de jeux. Je vous propose aussi, décidément, des idées qui sont assez ludiques, mais qui ne sont pas forcément des jeux à proprement parler. Donc c'est pour ça que je les ai un peu séparés, mais qui sont des dynamiques de classe, des activités à mettre en place en classe, voire même à ritualiser, pourquoi pas. Notamment pour la première. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer la première idée, qui est la boîte à mots, que moi j'ai beaucoup utilisé avec mes classes, et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment pas mal, et je pense que c'est tout à fait faisable dans les cours en ligne également. Donc l'idée de la boîte à mots dans une classe en présentiel, c'est d'avoir une vraie boîte,
une boîte qu'on va pouvoir fermer, qui va rester dans la classe, ou en tout cas qu'on va apporter à chaque fois avec ce groupe, qui est une boîte qui va nous suivre pendant toute la session du cours. Et donc à la fin de chaque cours, on distribue aux élèves des petits papiers sur lesquels ils inscrivent un mot de leur choix qu'ils ont appris, qu'ils ont découvert pendant la classe. Donc ça, c'est à la fin. Ils mettent les mots dans la boîte et ils s'en vont. Lorsqu'ils reviennent au début du cours suivant, on ouvre la boîte et on invente une activité. Donc il y a plein d'activités possibles à faire, mais on le fait systématiquement et ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes maximum. Mais moi, j'avais vraiment mis ça en place parce que les élèves arrivaient au compte-gouttes le matin et qu'on perdait toujours un peu 5 à 10 minutes le temps que tout le monde arrive pour démarrer. Donc finalement, j'avais décidé de lancer ça aussi pour rentabiliser ces 5 à 10 minutes pour ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, ça se voyait, à la fin, ils avaient beaucoup moins de lexique que les autres. Et donc, on peut inventer plein d'activités possibles. Donc, des choses très très simples, on pioche un mot, on donne sa traduction et le reste de la classe doit deviner. On pioche un mot, on explique de quoi il pourrait s'agir et le reste de la classe doit deviner. On dessine, on mime, voilà, ça peut être un peu tout ce genre de choses. Mais aussi, on peut, pourquoi pas, piocher 3 ou 4 mots, essayer de faire une phrase, et les autres doivent retrouver les mots qu'on a piochés. Après, moi, j'avais mis en place aussi, à une certaine fréquence, de vider la boîte à mots, et parce que ça se remplissait assez vite quand même, vider la boîte à mots. Donc, on dispose sur une grande table tous les mots, tous les papiers, donc on voit tous les mots, et tous les mots qu'on estime que ça y est, on les connaît, on les mémorise bien, on sait les utiliser, on les éliminait de la boîte. Donc pour ça, on faisait aussi un petit jeu pour savoir lesquels on pouvait éliminer ou pas. Et on remettait seulement ceux qui n'avaient pas été encore acquis dans la boîte, donc ils restaient pour le tour suivant. Et voilà, donc on peut vraiment imaginer à chaque début de cours une activité différente. Mais ce n'est pas la peine non plus d'imaginer des choses extraordinaires, parce que l'objectif, c'est que ça dure 5 à 10 minutes, et surtout qu'on ne perde pas trop de temps à expliquer. Donc les élèves, finalement, aimaient bien répéter le même genre d'activité. Si vous avez en tête 3 ou 4 types d'activités différentes, ça fonctionne très bien. Donc moi, je l'ai fait avec des adultes. Je pense que ça marcherait parfaitement avec des adolescents. Et avec des enfants, peut-être qu'à la place des mots, on peut faire des dessins ou trouver un autre moyen, ou associer en tout cas le mot au dessin, ou voilà, trouver peut-être autre chose. Mais voilà ce petit rituel de classe que moi je trouve vraiment très intéressant et qui permet que l'élève construise, enfin que le groupe en tout cas construise son propre répertoire. Parce que vraiment, des fois, il y avait des mots, on se demandait un peu d'où ils les sortaient. Ils avaient décidé de garder ce mot-là, mais bon, c'était pas du tout, ça ne correspondait pas du tout à la thématique qu'on était en train de traiter. Mais voilà, donc ça fonctionne très bien. Après, j'ai listé comme ça des idées qui me sont passées par la tête parce que c'est des choses que j'ai testées un peu sans forcément beaucoup y réfléchir, mais en me posant à y réfléchir, je me suis dit que ça fonctionnait bien en général. C'est d'instaurer une règle, alors soit pendant un temps déterminé, soit c'est à partir d'un certain niveau. Je trouve que c'est intéressant d'imposer certaines règles. Par exemple, des mots qui sont interdits. Donc, à partir du niveau B1, j'estime que les élèves peuvent dire autre chose que les verbes faire, justement prendre, d'autres parler, et qu'il faut trouver des synonymes. Donc, il y a des mots qui sont interdits dans la classe ou à certains moments de la classe. En revanche, il y a des mots obligatoires à utiliser. Il va falloir absolument utiliser à un moment donné pendant l'heure des connecteurs, par exemple, comme néanmoins, en revanche, toutefois, pour essayer d'élever un peu le vocabulaire. Des mots aussi à repérer, leur dire, il y a un moment donné pendant la classe, je vais utiliser 3 mots dont je vous donne la définition, essayer de les repérer. On peut imaginer encore plein d'idées. Et pourquoi pas, si vous avez la chance d'être toujours dans la même salle et d'avoir le droit d'afficher des choses dans la salle, donc là, j'imagine que vous êtes tous retournés en cours en présentiel, mais c'est des choses qu'on pourra tout à fait faire en cours en ligne en utilisant Padlet, par exemple. Ça peut être des affiches thématiques. Donc par exemple une affiche sur l'alimentation, une affiche sur la maison, une affiche sur les sports, et qu'on va compléter au fur et à mesure que l'année avance, que le cours avance, avec les nouveaux mots et les associer toujours, soit faire une phrase, soit y associer des images, des pictogrammes, des exemples, pour essayer de, encore une fois, se construire son propre répertoire lexical, en tout cas commun à la classe, parce que selon les classes, on a beau faire les mêmes cours et les mêmes thématiques, ce ne sont pas les mêmes mots qui restent, vous l'aurez sans doute déjà remarqué. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y aurait plein d'autres idées à garder, à échanger, etc.
Et dernière chose, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, c'est la partie 2.0, j'ai appelé ça le lexique 2.0, puisqu'on est encore très nombreux à devoir faire des cours en ligne. Il y a plein de petites applications qui vont permettre de travailler le lexique, donc je ne vais pas forcément toutes les expliquer, mais je vous invite à noter leurs noms et à ne pas hésiter à faire un peu des recherches, mais très rapidement, si je pars en haut à gauche, le Tagool, qui s'appelle Tagool, permet de faire des nuages de mots, de créer de manière collaborative des nuages de mots. Donc vous imaginez déjà tout ce qu'on va pouvoir faire. Padlet va permettre justement de créer un mur collectif sur lequel on va pouvoir coller des mots, des définitions, des exemples, des images, et auxquels toute la classe aura accès. Quizlet, ça permet de travailler le lexique sous forme de flashcards, vous savez, où vous pouvez retourner les cartes et ensuite associer soit le mot avec sa traduction, soit le mot avec sa définition, ou le mot avec une image. Et c'est nous qui fabriquons nous-mêmes les différentes listes, et ensuite il y a différentes modalités pour pouvoir s'exercer, jouer avec ces mots. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour que les élèves le fassent de manière individuelle et se créent leur petit répertoire de jeu. C'est une application pour le téléphone, et c'est aussi sur l'ordinateur, mais c'est une application, donc ça peut être intéressant quand ils ont 5 minutes à perdre dans le bus ou je ne sais où, de faire un petit jeu très rapide de quelques minutes pour travailler leur vocabulaire. Kogel, ça permet de faire des cartes mentales, j'ai beaucoup parlé des cartes mentales. Et ensuite, au centre, il n'y a pas le nom, mais c'est Quizzes, qui ressemble énormément à Kahoot, qui vont vous permettre de faire des quiz, donc on peut tout à fait utiliser ça pour le lexique, où on va pouvoir écrire des définitions et retrouver le mot qui correspond, par exemple, ou des exemples et retrouver le bon mot qui collerait. Voilà, il y a plein d'idées possibles avec les quiz. Et le dernier exemple, c'est Mentimeter, qui permet de faire des sondages en ligne. Donc, vous projetez quelque chose sur votre écran et les élèves peuvent répondre directement sur leur smartphone. Et ça permet également de faire des nuages de mots ou d'écrire des petites phrases, etc. Donc, il y a plein aussi d'idées qu'on va pouvoir ressortir pour travailler le lexique. Voilà. Donc, très rapidement, pour conclure, je vous ai donné plein d'idées en vrac. Donc, le lexique, je vous rappelle, c'est à la fois la culture dans laquelle on baigne, c'est à la fois ça dépend vraiment de la grammaire, ça ne peut pas être vraiment séparé du travail grammatical, et ça dépend de chaque personne, donc ça doit être assez personnalisé. Donc, ma petite phrase de conclusion, ce serait que c'est vraiment un travail à insérer dans le scénario pédagogique, dans notre séquence pédagogique, au même titre que la grammaire. Ne pas forcément laisser le travail du lexique que pour la fin, où on va simplement récapituler tout le lexique. C'est un travail de construction, et comme on voit qu'il est associé justement au travail grammatical, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire aussi en différentes étapes tout au long de nos séquences didactiques, de nos thématiques, etc. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Donc, je vais maintenant regarder si vous aviez éventuellement des questions que vous avez peut-être déjà posées. J'espère que vous en aviez plein. Alors. J'arrive. Hop. Plein de questions. Alors, première question de Camille. J'utilise un dictionnaire, un glossaire collaboratif sur Learning Apps grâce à l'outil Cahier de bord. Avez-vous une meilleure idée pour créer un dictionnaire imagé collaboratif ? Donc déjà, merci Camille, parce que vous avez a priori partagé plein d'idées que je n'ai pas vues, mais je regarderai après avec des liens, etc. Donc un grand merci pour votre participation. Alors comme ça, un glossaire collaboratif, je n'ai pas vraiment d'idée, à part, encore une fois, des cartes mentales. Je vous avoue que là, comme ça, je n'arrive pas à penser à quelque chose. Je vais voir, peut-être que ça va me revenir après. Alors, d'autres questions. Est-ce qu'il y a des outils pour réaliser des cartes mentales en classe ? Donc effectivement, je vois que Marie-Astrid a déjà proposé des réponses. Je vous ai donné l'exemple de Kogel, qui est vraiment mon préféré, parce qu'il est joli, parce que ça permet de faire des résultats assez jolis. Mais on a aussi FreeMind, Xmind, je crois.
puis je vois que vous avez proposé MindMap. Voilà, il y en a plusieurs. Mon préféré étant vraiment Kogel pour le côté esthétique. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Comment faire pour les mots abstraits? Alors oui, parce que je parlais des cartes mentales et d'essayer d'illustrer les concepts. Comment faire pour les mots qui sont assez abstraits? Effectivement, ça n'est pas simple, d'autant plus si on est comme moi et qu'on ne sait pas dessiner. Donc l'idéal, c'est d'arriver à les associer à d'autres mots et d'arriver à trouver un exemple ou une image. En fait, en général, quand on se rappelle d'un mot, on s'en rappelle aussi dans un contexte. Donc peut-être qu'on peut illustrer, pas tellement la définition du mot, mais illustrer dans le contexte dans lequel on l'avait retrouvé, oui, c'est ça, le contexte dans lequel on l'a découvert. En fait, peut-être que ça peut aider à la mémorisation. Après, c'est sûr que c'est pas évident d'illustrer des idées. Hein. Ça, c'est un travail, une autre profession encore. Est-ce qu'on peut imaginer la boîte à mots en ligne? Eh bien, je pense que oui. Simplement, on va s'organiser un peu différemment et on va pas avoir une boîte physique. Encore que le prof pourrait avoir une boîte physique et c'est lui qui gère Mais bon, c'est un peu dommage que les élèves ne puissent pas manipuler. On peut alors faire des choses très très simples, comme tout simplement faire un tableau Excel ou un document partagé dans lequel on va glisser les mots petit à petit. Ou alors utiliser des petits outils comme ceux dont je vous ai parlé, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit, ou bien Padlet, ou bien Quizlet. Voilà, Quizlet, qui va vous permettre de jouer en fait avec ces mots. Donc on peut définir comme petit rituel de fin de classe de rentrer des nouveaux mots dans notre liste de Quizlet, et comme rituel de début de classe, pourquoi pas de faire un des jeux. Et ça peut être des jeux de rapidité, donc ça peut avoir un petit côté assez marrant. Voilà, je peux imaginer ça. En tout cas, pas forcément trop se compliquer la tête avec les nouvelles technologies et à vouloir faire des choses très, 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 très compliquées. Des fois, simplement un document Word partagé avec les mots. On en fera peut-être quelque chose de différent, mais c'est possible. Des idées pour le lexique avancé. Comment enrichir le lexique pour les niveaux B2 et C1? Je pense que les exemples que je vous ai montrés du travail de défi, ça a dû vous donner des réponses. J'imagine que peut-être que vous avez posé la question avant, mais je pense que dans défi, donc, du coup, de voir toutes ces étapes de s'imprégner, récolter, enrichir, s'entraîner, etc., je pense que ça a pu vous donner des idées. Et je pense que l'idée principale, c'est vraiment d'associer les mots avec les expressions avec lesquelles ils sont les plus utilisés, de créer des phrases, et surtout de les réutiliser en fait. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-il pertinent de travailler plus le lexique que la grammaire avec des enfants? J'aurais tendance à vous dire oui, mais sans aucun fondement théorique. Tout dépend tout dépend déjà des objectifs que vous avez. S'il y a des objectifs d'examen type DELF, etc. à la fin, il va forcément falloir un petit peu de grammaire quand même. Tout dépend aussi du nombre d'heures que vous avez par semaine avec eux. C'est vrai que si c'est très peu d'heures, c'est peut-être intéressant de plus se focaliser sur le lexique qui est quand même plus simple à apprendre. Il n'y a pas vraiment à comprendre de concept. Il faut simplement mémoriser les mots, mémoriser les sons, mémoriser l'orthographe. Donc peut-être que c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire oui comme ça, mais tout dépend du type de cours que vous avez et si les élèves ont des objectifs d'examen, il va quand même falloir qu'ils sachent s'exprimer au présent et faire des phrases, etc. Est-ce qu'il y a des logiciels gratuits en ligne pour créer le jeu Double en fonction de nos besoins? Eh bien, je n'en ai aucune idée, mais c'est pas impossible parce qu'il y a plusieurs jeux comme ça où on peut assez rapidement recréer les cartes en rajoutant des petits pictogrammes. Et j'en profite pour citer une collègue qui est le blog La Petite École du Fleu, donc qui travaille pour les enfants. C'est une des autrices de Capsure. J'ai vu que très récemment, elle a justement créé un double, je crois, de l'automne, avec des citrouilles, des feuilles, etc. Enfin, la thématique de l'automne pour faire avec ses classes d'enfants. Donc, allez voir La Petite École du Fleu. Existe-t-il des bons jeux de loi en ligne? Et en plus, on me dit qu'Adélaïde est connectée. Donc, elle va pouvoir vous donner directement le lien de son blog. Existe-t-il de bons jeux de loi en ligne? Sans doute. Sincèrement, je n'en connais pas. Enfin, je n'ai pas comme ça de souvenir d'un jeu absolument génial à vous recommander.
mais je suis sûre que ça existe. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il est, comme c'est un jeu quand même très simple en termes de mécanique, ça ne m'étonnerait pas trop qu'on puisse facilement en créer ou en personnaliser. Donc je vous invite à regarder entre vous, enfin à échanger entre vous et à fouiller, et si vous trouvez, à nous le dire. Enfin, on a tendance à bannir la traduction en classe, à tort face à un public homogène. Alors effectivement, moi je trouve que si tous les élèves partagent la même langue maternelle et que vous aussi, vous êtes capable de les aider un petit peu grâce à leur langue maternelle, c'est pas inintéressant d'utiliser de temps en temps la traduction. Mais ça ne doit pas forcément devenir un mécanisme obligatoire, ça ne doit pas être automatique. Mais quand on n'y arrive pas, quand c'est beaucoup plus simple de donner la traduction que de donner une explication, un contexte, etc., ça peut être... moi, je trouve que ce n'est pas à bannir, quoi. Comment s'assurer d'un vocabulaire commun si chacun construit son vocabulaire? Alors, a priori, on aura quand même un vocabulaire commun parce que ça va ressortir des documents qu'on aura étudiés ensemble, ça va ressortir des thématiques qu'on aura vues ensemble dans la classe. Simplement, quand je dis que chacun construit son vocabulaire, c'est que chacun va garder ce qui l'intéresse, les mots qu'il va savoir qu'il va réutiliser en fonction de ses centres d'intérêt, de son niveau, de ce qui l'intéresse, c'est ça en fait. Je pense si on parle des sports par exemple, c'est un exemple très simple, mais si on est dans la thématique des sports, on va avoir tendance à mémoriser les sports qu'on aime le plus, qu'on pratique ou que les gens de notre famille ou nos amis pratiquent, parce qu'on sait qu'on va rapidement avoir besoin de ces mots-là pour parler de sa famille, parler de ses goûts, etc. On va peut-être moins mémoriser la natation synchronisée si on ne sait même pas ce que c'est que la natation synchronisée, alors que le football, enfin, c'est un exemple très bête que je vous donne, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que chacun va construire son propre répertoire lexical. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Et oui, et pour continuer par rapport à ce que tu disais du sport, mais on aura des mots de vocabulaire communs, s'entraîner, aller au club, aller... Donc, il y aura voilà, des mots communs et des mots propres à chacun. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu as tenu en haleine près de 500 personnes pendant une heure avec ce thème passionnant. Le thème du lexique, c'était vraiment passionnant. On a reçu plein de questions. Malheureusement, voilà, 7 heures est écoulée. Donc, comme je vous le disais, de toute façon, on propose plein de rencontres virtuelles. N'oubliez pas d'aller sur alors soit sur notre chaîne YouTube, soit sur l'espace virtuel. Dans la partie formation, vous allez notamment retrouver une rencontre virtuelle d'1 heure consacrée exclusivement à la carte mentale et qu'avait également animée Amandine. Donc voilà, vous avez, suite à cette rencontre virtuelle sur le lexique, des rencontres virtuelles consacrées également aux méthodes citées par Amandine, donc capsule, à la une, défi, entre autres. Donc voilà, vous pouvez nous contacter aussi aux éditions Maison des Langues si vous avez besoin d'informations complémentaires sur une méthode ou même voilà, si vous avez du mal à retrouver un enregistrement d'une rencontre virtuelle, on est là pour vous aider. Donc voilà, merci beaucoup Amandine pour cette avec plaisir. formation d'1 heure passionnante. Nous mettrons le PowerPoint et l'enregistrement de la rencontre virtuelle sur notre espace virtuel la semaine prochaine. Donc, ces 2 supports seront disponibles dans la section formation de notre espace virtuel. Et vous allez recevoir dans environ 1 heure un email comprenant votre certificat d'inscription à cette présentation éditoriale et un petit questionnaire de satisfaction pour nous aider à améliorer encore plus ce format de formation en ligne. Et vous avez aussi, si vous le souhaitez, un petit appel à témoignage si vous souhaitez partager vos trucs, vos astuces avec l'ensemble des professeurs qui sont en contact régulièrement avec nous. Voilà, merci beaucoup Amandine. Et puis on se retrouve, le prochain rendez-vous de rencontre virtuelle, c'est le 21 octobre et elle portera sur le jeu en classe de FLE, le jeu vidéo en classe de FLE. Voilà. Donc vous avez de toute façon toutes nos informations sur notre site internet dans la section formation rencontre virtuelle FLE. Voilà, je vous remercie. On va couper caméra et micro.
Merci encore Amandine pour ton temps et toutes les astuces que tu nous as présentées. Et bon travail à tous. Voilà, à bientôt. Au revoir, merci.